L'émission se poursuit, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Vous faites bien d'être avec nous. Le débrief complet, oui, de la deuxième demi-finale, c'est dans quelques instants seulement avec notre team, tout simplement. Oui, la team est au grand complet. On a Sansévérin. Bonsoir Sansévérin. Bonsoir Jean-Baptiste. Merci de rejoindre la team. Merci. Et à côté de vous, Begré Yago, champion d'Afrique 92. Oui, c'est la position des champions d'Afrique. Bonsoir. Libé, toujours un plaisir. Vous êtes content, vous avez regardé tout le match. Il y a eu un complot contre nous. Allez. Magloire Diop. De 20 minutes, un complot de 20 minutes. Allez, on va rappeler la question LGT avant de poursuivre. Trouvez-vous que l'Argentine bénéficie d'un arbitrage en sa faveur depuis l'entame du tournoi? Oui, vous serez amené tout simplement à nous appeler pour réagir. On n'oublie pas la page Facebook de la 3 si vous préférez tout simplement nous laisser un petit commentaire. Allez, on démarre. Qatar 2022 au quotidien maintenant. Les à côté du mondial Qatar 2022, c'est dans Coulisses du Qatar. Et on démarre en Argentine. Un maillot géant de Léo Messi dans le ciel de Rosario. Catalogué comme le plus grand du monde, un énorme maillot bleu et blanc de la star mondiale du football Lionel Messi est apparu dans le ciel de Rosario où est né le lutin argentin et a fait ses premiers pas. Ce maillot a été soulevé par un hélicoptère. C'était peu avant la demi-finale face à la Croatie. Et on peut le dire, cette action a porté chance à Messi et ses coéquipiers qui se sont brillamment qualifiés pour la finale du mondial Qatar 2022. Bein Sport France a pu avoir Léo Messi pour sa réaction d'après-match. On regarde. Chez eux. Merci beaucoup. Les supporters argentins en joie, oui, après la qualification. C'est une joie indescriptible que les supporters argentins ont exprimée tout juste après leur victoire aux dépens des Croates. Jugez-en vous-même à travers cet élément réalisé par Yahoo Sport France qui a également pris les impressions des inconditionnels. Más aliviados, obvio, la verdad que una fiesta, un partido súper lindo nos regalaron. Muy nervioso, todavía no puedo salir de la emoción, estoy totalmente... Estamos en la final, no lo puedo creer, vamos carajo, vamos Argentina, 3-0. Hay que ganar. Lo digo, cueste lo que cueste. Pero Messi es Messi. Es el distinto, o sea que Juli es un genio, tiene mucho futuro, pero Messi es un genio, es una bestia. Nunca estuvo tan bien como ahora. Realmente se despertó después de viejito. Le nació el deseo y las ganas de ganar. Francia quedó como una pica, una rivalidad del mundial pasado, pero que venga cualquiera que este equipo está fuerte y está para ganarle a cualquiera. Alexandre Song raconte comment Messi l'a humilié. La Pulga est un véritable phénomène. Que ce soit face à ses adversaires ou devant ses coéquipiers, sa technique de dribble est sensationnelle. Qui mieux que Alexandre Song, son ancien partenaire, pour nous l'expliquer. Je défends un contre un contre lui, premier ballon, il me fixe. Et moi, dès que je vais lever ma jambe pour défendre, il me fait un crochet sur la jambe, que ma jambe est là fort. Quand je veux poser ma jambe, il est parti. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais c'est pas possible.
Léo, déjà, quand on fait Arsenal, il m'a gâté au moins. À chaque fois, j'ai joué, il m'a tué un quart de finale, là où je prends un carton jaune à 15 minutes là, du début du jeu parce qu'il me faisait tellement la misère que je suis obligé de faire la faute. À un moment donné, le coach m'a sorti parce qu'il avait eu peur que je prenne le carton rouge. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui. Ouais. Je dis, c'est un récital d'être avec lui dans une équipe que d'être adversaire. Parce que les misères que je le voyais faire aux gens. Et à chaque fois, c'est un récital de le voir. Je me rappelle à Barcelone, à chaque fois qu'on jouait, quand il y a 0-0, il reste peut-être 2 minutes de la fin, tout le monde dit donnez le ballon à Léo. Même nous qui sommes sur le banc de touche, on dit donnez le ballon à Léo. Parce que lui, c'est la lumière. Lui, quand il a la balle au pied, je dis c'est lui, il n'est pas de cette planète. Comme Daniel Alves a dit un jour, il a dit lui, c'est le Seigneur qui est venu là poser quelque chose, il a dit va dominer le monde. C'est un joueur, il est extraordinaire, Léo. Franchement, je dis c'est hors norme. C'est pour ça que je dis lui, c'est un don. Lui-même, qu'à l'entraînement, il fait des gestes que personne ne peut faire en fait. Que tu ne peux pas comprendre. Je me rappelle, deux fois à l'entraînement, on fait les 1 contre 1, les duels, les 1 contre 1, tout ça. Et moi, je viens, je dis ok. Moi, je me frotte à lui aujourd'hui. Parce que les 1 contre 1, toujours, ça a été toujours ma force, et tout ça. Moi, je dis ok, je vais tenter Léo. Je viens, je défends 1 contre 1 contre lui. Premier ballon, il me fixe. Et moi, dès que je vais lever ma jambe pour défendre, il me fait un crochet sur la jambe, que ma jambe elle est encore. Quand je veux poser ma jambe, il est parti. J'ai dit waouh. J'ai dit mais c'est pas possible. Le gars il attend que tu bouges le pied et il te fait la fente dans le pied et t'as bougé. Tu peux pas. Je me dis ok, premier tour est pas. Croatie, Modric encense Messi et dénonce le penalty. Éliminé du mondial 2022 par l'Argentine, le capitaine croate Luka Modric a envoyé un message fort à l'endroit de Lionel Messi. J'espère que Messi remportera cette Coupe du Monde. La mobilisation qui est faite autour de Lionel Messi avec son maillot dans le ciel, je vois qu'il fait une très belle campagne. Vous savez, avec Lionel Messi, la comparaison avec Diego Maradona est éternelle. Hein. L'Argentine a déjà gagné 2 Coupes du Monde. La première, c'était en 68 avec un gaucher qu'on appelait Mario Kempes. 78. En 78, Mario Kempes. La deuxième, c'était en 1986 avec un autre immense gaucher, peut-être le meilleur de tous les temps pour l'instant, qui est Diego Maradona. Et donc, cette année, Messi fait une superbe campagne. Le dernier match qu'il a fait, là, en demi-finale face à la Croatie, ressemble aux prestations de Diego Maradona en 86 face à la Belgique, à l'Angleterre et à l'Allemagne. Donc là, s'il gagne cette Coupe du Monde dimanche, je pense qu'on va l'élever au même niveau que Diego Maradona. Ça m'embête un peu parce que mon préféré, c'est Diego Maradona. Mais je crois que Messi est en train de faire une campagne exceptionnelle. Allez. Et c'est très bien pour lui. Sans Séverin, oui, quelle information a retenu votre attention? Luka Modric, fair play. Je pense qu'avant le match, il y avait une comparaison entre les deux 10. Celui du Real Madrid, Modric, et l'ancien du FC Barcelone, Messi. Les deux se rencontraient. Forcément, ce match a fait jaser parce que la comparaison entre les deux avait commencé à être faite. Et là, quand Modric commence à encenser Messi, moi, ça me jette du baume au cœur parce que le football, ce n'est pas la guerre, c'est le fair play. Il n'a pas aimé une action qui a changé le match pour lui, mais il a félicité quand même l'Argentin. Et ça, tous les joueurs doivent s'en inspirer. Yago. Je peux revenir un peu sur l'arbitrage durant cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est le plus grand flop de cette Coupe du Monde. Les arbitres n'ont pas été à un très bon niveau. Pierluigi Collina n'a pas bien travaillé avec ses arbitres. Il y a trop de choses dans cette Coupe du Monde. On voit la VAR répondre ici, elle ne répond pas quelque part. Pour moi, ces arbitres-là, beaucoup sont passés à côté et c'est vraiment dommage. Jean-Philippe, quant à vous? La succession de Fernando Santos, bien évidemment, puisque depuis cet après-midi, le nom de José Mourinho a beaucoup circulé. Celui de Villas-Boas, on se rend compte que du côté du Portugal, ils ont un très bon panel de très grands techniciens. Et on se rend compte qu'il y a carrément une volonté manifeste de changer de génération. Parce que les derniers entraîneurs qui ont réalisé de très belles performances avec les équipes nationales sont relativement jeunes. Même si, bon, pour la finale, on aura quand même quelqu'un qui est juste à la limite, c'est Didier Deschamps, entre ces entraîneurs d'un certain âge et la jeunesse. Mais je pense que le Portugal veut écrire une nouvelle page. Et ils ont beaucoup de techniciens qui peuvent être disponibles, comme Villas-Boas et Leonardo Jardim. José Mourinho, je ne pense pas trop que pour l'instant, il a fini son cycle à la Roma pour espérer venir prendre l'équipe nationale du Portugal. Je verrais très bien Villas-Boas revenir sur le banc de son équipe nationale. Comme quelqu'un le disait, Jean-Baptiste, José Mourinho aime sentir libre tous les dimanches. C'est ça. Pour lui, pour l'instant, c'est surtout les clubs, voilà, être au quotidien avec les joueurs, que les sélections, il a même laissé entendre dans une interview. Donc on attend de voir en tout cas. Mondial 2022, trouvez-vous que l'Argentine bénéficie d'un arbitrage en sa faveur depuis l'entame du tournoi? Vous pouvez nous laisser un message sur la page Facebook de la 3 ou si vous souhaitez nous appeler directement, c'est plus 225 27 21 59 93 99. On passe à notre rubrique suivante, le fait du jour.
La victoire de l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde face à la Croatie 3-0 a suscité une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Certains accusant notamment l'arbitrage d'être favorable à l'Albi Céleste. Allez, tout de suite, je vais vous demander de répondre via l'ardoise à notre question LGT par oui ou par non. Derrière, sinon vous allez argumenter. Et en même temps, je profite pour ouvrir le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Je reprends la question pour vous. Trouvez-vous que l'Argentine bénéficie d'un arbitrage en sa faveur depuis l'entame du tournoi? Ardoise? Compliqué, hein? J'ai 3 noms. Plus que Jean-Philippe. C'est chaud, là. Oui. J'ai tenté d'hésiter. On ne met pas peut-être. Ça ressemble à un oui, mais... Oui, c'est ça. Je l'ai deviné. Jean-Philippe, dites-nous tout. Je dis oui, mais parce que je me remémore un peu quelques rencontres de l'Argentine avec des pénaltys sifflés, surtout en fait de Léo Messi assez généreux. J'ai mis le mais parce que, comme l'a si bien dit Begré tout à l'heure, je dirais que c'est un mauvais arbitrage général en fait. Donc, dont l'Argentine a bien évidemment bénéficié tout au long de cette compétition, mais qui n'enlève absolument rien à leur performance. Ça, il faudrait qu'on soit assez clair aussi. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être une volonté manifeste de voir les Argentins et Lionel Messi arriver jusqu'à ce cap-là, cette finale, pour encore faire rêver le monde. Je n'ai vraiment pas été satisfait de l'arbitrage général de cette compétition. Et donc, voilà pourquoi j'ai mis. Non, pour Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que c'est le pénalty sifflé à la 31e minute face à la Croatie en demi-finale qui fait jaser un peu tout le monde. Parce qu'il y avait une équipe de Croatie qui était très bien, qui dominait le match. Et puis le pénalty arrive, Messi le transforme. Et puis après, il y a 2 autres buts. Et la Croatie s'impose, s'incline 3-0, c'est ça. Mais moi, je regarde, vous savez que la question de l'arbitrage, je dis que c'est un fait éternel dans toutes les compétitions officielles. À chaque fois, on revient sur l'arbitrage. Vous savez, le but le plus litigieux du football, de l'histoire du football, c'est en finale de la Coupe du Monde en 1966. Une frappe de Hearst, un Anglais, face à l'Allemagne. Le ballon frappe là-bas et rebondit, ça fait un tollé dans l'histoire aujourd'hui. On en parle. Ligne, pas sur la ligne. Voilà, sur la ligne, machin, tout ça. Donc, quels que soient les faits, il y a toujours des polémiques autour de l'arbitrage. Je concite aussi la main de Dieu. Oui, la main de Dieu de Diego face à l'Angleterre. La frappe de Lampard au Mondial 2010. Voilà, mais celle de 66 est restée vraiment dans la mémoire parce que c'était organisé en Angleterre et l'Angleterre a gagné la compétition. La seule Coupe du Monde, c'était en 1966. Donc, c'est toujours pareil. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il y a une certaine évolution quand même au niveau de l'arbitrage. Ils sont 9 au moins sur un match. C'est ça. Vous avez 5 sur le champ et 4 ou 5 en cabine. Je me dis c'est suffisant, ils sont suffisants pour apprécier de l'erreur d'une faute ou pas, plutôt que nous qui sommes observateurs, qui sommes loin. Parce que généralement, quand on regarde, c'est les journalistes, c'est les consultants, c'est les supporters qui amènent la polémique. Pourtant, les spécialistes ont apprécié, ils ont pris une décision. Regardez par exemple, depuis un certain nombre d'années, on a réglé la question des hors-jeux. Les hors-jeux sont réglés, il n'y en a plus là, il n'y a plus de hors-jeu litigieux. Par contre, l'appréciation d'une image est toujours polémique, il y a toute la controverse. Même quand on est entre nous en train de regarder le match, il y a un groupe qui dit il y a pénalty, il y a un autre qui dit il n'y a pas pénalty. Mais ça, c'est éternel. Donc on ne va pas prendre ça pour faire une polémique sur l'Argentine, parce qu'il estime que cette saison, sur cette compétition, l'Argentine joue très bien. L'équipe a énormément progressé depuis son match face à l'Arabie Saoudite de la première journée. Et son match, tous les railleries face à la Croatie. Non, on a une très belle équipe de l'Argentine. À mon avis, l'Argentine ne bénéficie pas d'un arbitrage forcément favorable à cette équipe de l'Argentine. D'accord. On part à Boaké, donc c'est dans le Béquet pour retrouver M. Fofana. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Gilbert. M. Fofana Média? Oui, c'est Fofana Média. Vous allez bien? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va, on se maintient. Bon, vraiment, cette question-là, c'est bienvenu. OK. Oui, quand je dis c'est bienvenu, pardon, excusez-moi, je salue la grande team. Bonsoir, bonsoir. Quand je dis c'est bienvenu, parce que ceux qui sont contre Messi, là, c'est eux qui tiennent à dire ces gens de paroles. Là. Moi, je ne me cache pas, je suis fan de Messi. OK. Voilà. Donc, quand tu dis de ça, là, vraiment, ceux qui sont jaloux, qui sont de content, c'est eux qui parlent après de l'arbitrage. L'arbitrage, là, on a vu beaucoup de fautes là-bas. D'accord. On a eu beaucoup de fautes là-bas. Pourquoi ils n'ont pas fait de polémiques sur ça?
Donc pour Non, c'est pas vous, possible. l'Argentine ne bénéficie pas forcément d'un Il n'a pas arbitrage en sa bénéficié de faveur. quelque chose. Il n'a rien bénéficié. Messi a montré qu'il est le meilleur au monde. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Fofana. Voilà. Même s'il n'a pas remporté le couple là, le fait qu'il est allé au final là, vraiment, il a montré qu'il est le meilleur. D'accord, merci beaucoup, Bonne Monsieur soirée à Fofana. vous et bonne Merci. émission. Je salue toute l'Argentine. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Je salue Philippe Gobert. Jean-Philippe. Il n'y a pas de souci. Allez, comme M. Fofana Média, vous pouvez nous appeler tout simplement. Je rappelle le numéro pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche, tout simplement. Plus 225 27 21 59 93 99. Et la question est la suivante. Trouvez-vous que l'Argentine bénéficie d'un arbitrage en sa faveur depuis l'entame du tournoi? Séverin a répondu non. Non, oui, non, parce que toutes les équipes, on va dire, ont pâti de l'arbitrage. En même temps, moi, sur ce mondial, en dehors de quelques matchs, je trouve que l'arbitrage a été assez correct. Roger Stéphane le disait tout à l'heure, aujourd'hui, on a une large palette d'officiels pour regarder des images, pour révisionner tout ce qu'il y a à révisionner. Et le pénalty dont on parle justement face à la Croatie. Mais s'il n'y a pas de pénalty là, c'est qu'il n'existe pas de faute au football. Julián Álvarez a le ballon. Il est pratiquement en 1 contre 1. Le gardien croate le percute. Il n'a pas percuté, c'est Alvarez qui a percuté le gardien. Pourquoi vous faites ça? On appelle ça au football, pourquoi vous faites ça une obstruction. Si c'est en milieu de terrain, pourquoi vous faites ça? Forcément, il y a une faute. Donc un joueur qui... On ne va pas parler ensemble, de messieurs. réparation, il y a forcément Un joueur qui court, qui vient télescoper un autre qui a arrêté, c'est une faute contre celui qui a télescopé. On peut poser la question, c'est moi l'arbitrage. Un joueur qui a le ballon, qui va marquer, il est sûr qu'il va marquer. Pourquoi est-ce qu'il va aller s'empaler? J'ai un seul élément à dire. Assez rapidement, il termine. Non, j'ai un seul élément à dire. Oui. La main de Messi face à la Hollande, où il ne prend pas de carton jaune. 7 mètres décollés. Comment vous l'interprétez? Ça, c'est pas faux. Comment vous l'interprétez? Non, à un moment, il faut arrêter. Il répond, Jean-Philippe. Oui. Jean-Philippe, le ballon est allé vers la main. Merci. Mais oui, non, ça suffit. Avec la main comme ça? Je pose une Merci question. beaucoup. On va écouter Begreyago. On va écouter Begreyago sur la même question, oui. Non, je vais répondre un peu sur Stéphane pour dire c'est vrai qu'il y a des faits de jeu. Mais Stéphane doit comprendre, s'ils sont 50 arbitres, forcément, c'est des humains. Et ces humains-là, ils font des erreurs. Mais pas tous ensemble. Non. Laisse-moi parler. Ils font des erreurs. Et ces erreurs, il faut les reconnaître. C'est tout. Même s'il y a 50 arbitres, il faut les reconnaître. On voit certains arbitres quand même si on est loin, mais on voit des coups de sifflet qui sont... Attends, c'est notre monde. Mais ce que je dis, pourquoi je dis non? Je dis non parce que quand tu es 3 ou 4 fois meilleur joueur d'un match, il y a une réalité. C'est que Messi est au-dessus du lot. Ces arbitrages n'ont pas influencé sur les matchs de l'Argentine. Vous voyez d'abord, face au Mexique, c'est un contrôle qui fait la différence. Face à la Croatie, c'est un penalty. Et puis après, il va enrhumer Gaviot. Donc je veux dire, carrément, ce Messi-là, c'est un Messi phénoménal au-dessus de la moyenne. Maintenant, parler de l'arbitrage pour l'Argentine, je dis non, mais je dis à Stéphane, alors Stéphane, c'est des humains, et ces humains-là, ils commettent des erreurs, mais pas pour l'Argentine. Monsieur Diomandé nous appelle, Roger, on prend l'appel de Sipilou. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, grand JB. Merci de retrouver la team. Ouais, je salue Begré, je salue la table, je salue... Bonsoir, Monsieur Diomandé. Salut. Oui, Monsieur Diomandé, c'est à vous de jouer. Ouais, JB. Tu sais, le football, c'est un grand marché au monde. Hein? Un marketing, c'est un marché d'affaires. Donc, l'Argentine s'est fait peur dès le premier match. Donc, les gros têtes de football qui misent gros sur Messi ont franchement eu peur pour la suite. Donc, c'est quoi? Il faut protéger Messi, il faut protéger l'Argentine. Donc, forcément, je crois que l'Argentine est favorisée par rapport à l'arbitrage. Dans cette Coupe du Monde. Voilà, cette Coupe du Monde, JB, c'est forcé. Mais même à ses débuts, son pied gauche était protégé. Oui. Ah ouais? C'est un pied gauche qui était protégé par tous les autres du monde. Hein? Parce que les gars pariaient gauche et Messi. Hein? Donc, quand c'est comme ça, là aussi, le petit, quand il joue au ballon, je sais que vraiment, il faut qu'il soit protégé pour que le football, là, le marketing match fort, les paris match et les affaires match en football. Donc, l'Argentine, là, est plus protégée. Là, non. C'est fini. Monsieur Diomandé, c'est votre avis, on le respecte en tout cas. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Monsieur Diomandé, il doit être pro Ronaldo. Roger Stéphane, allez-y. Le pied gauche de Messi était... Roger Stéphane, oui, allez-y. Non, ça dit que je voulais répondre à Begreyago. Moi, j'ai un seul élément. Ils sont 9 ou 10 techniciens qui connaissent le règlement,
qui ont la vidéo et qui sont des spécialistes dans le corps, qui apprécient les fautes. Entre eux, nous, qui peut mieux apprécier une action? Non, je prends une image extraordinaire de Angleterre, France. Ou pas comme Pouka National, non? Ou pas Mécano. Ou pas Mécano attrape Harry Kane. Mais Stéphane, on ne va pas dans le corps pour savoir qu'il y a une faute. Tu es d'accord avec moi? Ils sont neufs. Bon, ils sont en duel. C'est comme les deux discutent. L'action où? Est-ce que c'est le ballon qui va à la main ou la main qui vient au ballon? Est-ce que c'est l'avant-centre qui percute le gardien ou c'est le gardien qui vient percuter l'avant-centre? Ça pose débat. Qui tranche? Sont les spécialistes qui tranchent. Maintenant, comme l'Argentine a perdu le pré-match, tout le monde dit non, attention, il faut protéger l'Argentine. Mais ce n'est pas juste. Dans l'histoire du football, vous pouvez perdre la Coupe du Monde, vous pouvez perdre le pré-match et gagner la Coupe du Monde. D'accord, merci beaucoup. On va prendre un appel. Calmez un peu tout ça. Oui, monsieur Tiemoko, vous nous appelez d'Aniama. Bonsoir, monsieur Tiemoko. Oui, bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Tiemoko. Comment allez-vous, monsieur Tiemoko? Oh, je vais bien. D'accord, ce soir, on s'interroge un tout petit peu. Oui. Mais monsieur Tiemoko, j'ai l'impression que la télé est allumée. Ça fait écho ici, on ne vous entend pas bien. Non, je suis un peu loin de la télévision. Mais on n'entend pas vraiment et ça fait écho. Oh. Mais il y a l'impression que les collaborateurs sont beaucoup imbués dans le sujet, donc ça fait écho. Sinon, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous me recevez. Allez-y, monsieur Tiemoko. En fait, concernant le sujet, oui. Comme quoi Messi est favorisé... Non, pas Messi, on va dire toute l'équipe, hein, c'est toute l'équipe. On ne parle pas seulement de Messi, oui. Bon, vu que c'est lui qui est leader, bon, moi, pour ma question, je dirais que c'est pas vraiment. Parce que vu le premier match où l'Argentine a perdu face à l'Arabie Saoudite, je pense qu'on pourrait dire aussi que l'Argentine a été défavorisée puisqu'il y a eu trois buts qui ont été refusés. Donc sur cette base aussi, on pourra dire qu'ils nous ont été défavorisés. Okay. Donc dans l'ensemble, je dis que vraiment, l'arbitrage est normal. Il n'y a pas de cette question de faveur. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, arrêtons cette histoire de... Reconnaissez un peu le talent de l'équipe d'Argentine. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Arrêtons les accusations. Voilà, reconnaissons un peu le talent de Messi et l'équipe argentine. D'accord, merci beaucoup. Il mérite la finale. D'accord, merci beaucoup, monsieur Tiemoko. Voilà, ça va être la prochaine question. Est-ce que le groupe Alors, je termine. Sur la défaite de l'Argentine dans la première journée, tout le monde crie au scandale. On sait que l'équipe est faible, donc il faut la favoriser. Mais ce n'est pas vrai. L'histoire nous a démontré qu'en Coupe du Monde, en phase de poule, vous avez 9 points à prendre. Vous pouvez perdre le pré-match, gagner les 2 derniers 6 points, vous qualifier, aller très loin. 54-74. L'Allemagne a perdu ses 2 premiers matchs de poule. L'Allemagne a gagné la Coupe du Monde. 1978, l'Argentine a perdu son pré-match. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde. 2010, l'Espagne a été battue par la Suisse. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas juste. Je veux dire, on assiste à une polémique de Messi-Log et de Ronaldo-Fil sur cette question. Mais il faut reconnaître... D'accord. On va prendre un commentaire sur la page Facebook de la 3. Kaed Green. Je n'aime pas parler d'arbitrage, mais je pense qu'il faut revoir les fautes qui donnent des pénaltys. Est-ce parce qu'il y a contact juste ou est-ce quand il y a une faute qui empêche le but? Il faudrait bien signifier les choses, sinon ça porte à confusion. Je suis un peu ceux qui disent les uns et les autres, ils suivent un tout petit peu, mais il faudrait comprendre qu'être mené 1 but à 0 n'est pas pareil que 2 à 0. Donc faisons attention à nos propos. Un but mal apprécié par un arbitre peut changer l'avenir de la rencontre. Et moi, sans prendre parti sur le pénalty de l'Argentine, il y a assez à dire. C'est mon avis sur l'action. C'est bien le gardien qui se protège du joueur. Dans l'ensemble, l'Argentine a été énorme, mais ce pénalty change tout. Alors, sans Séverin, là où je vous emmène maintenant, êtes-vous moins d'accord que le groupe du sélectionneur Lionel Scaloni progresse et mérite d'être en finale? Absolument, absolument. Vous savez, j'ai aimé que l'Argentine perde son premier match, surtout face à l'Arabie Saoudite, supposée être une des équipes les plus faibles du tournoi. Mais quel genre de raillerie n'a-t-on pas entendu? Aujourd'hui, progressivement, l'Argentine a mis son jeu en place. Nous le disions sur ce plateau. Elle n'est pas forcément technique avec un Joga Bonito comme le Brésil, mais elle a la haine des Sud-Américains. Et c'est cette haine-là qui lui avait fait gagner la Copa América il n'y a pas longtemps. Je le disais, ce trophée a libéré tout le groupe argentin. Vous voyez aujourd'hui un rugbyeur d'épaule au sommet, vous voyez Messi
de plus en plus impressionnant. Vous voyez, Alvarez. Paredes, le gardien même, Emiliano, qui avait toujours été décrié comme étant le maillon faible de l'équipe. Aujourd'hui, il est énorme, il vous sort un quart de finale monstrueux. Donc, contre les Pays-Bas, aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur cette Argentine. Je pense que le talent de Messi fait la différence et il fera la différence dimanche. D'accord. Ça, c'est notre paire de manches. Hein. Monsieur Bois nous appelle de Goïtafla. Bonsoir, Monsieur Bois. Allô? Allô, Monsieur Bois, vous êtes là? Je pense qu'on l'a perdu. Alors, Jean-Philippe, si l'Argentine brille, cela n'est-il pas dû aussi au fait que Léo Messi brille et fait sa meilleure Coupe du Monde? Il fait assurément sa meilleure Coupe du Monde. Il a battu le record des records nationaux durant cette compétition. Ben, je dirais que ce n'est pas dans ce registre peut-être qu'on attendait l'Argentine, parce que quand on a un leader technique comme Lionel Messi, on s'attend à avoir beaucoup plus de jeux que d'autres choses, mais ils sont venus se comporter, excusez-moi le terme, comme de véritables brigands. C'est ce qu'on a pu voir durant la Copa América. Et ça leur a permis de se hisser en finale. Je pense qu'ils sont entrés dans la mouvance des clubs qui estiment que la finalité se justifie par tous les moyens qu'on peut mettre en place pour pouvoir l'atteindre. Donc, ils sont maintenant en finale. Quel style de football ils vont nous proposer? Voilà, parce que l'adversaire qui se présente à eux a un équilibre, une stabilité et des ailiers suffisamment puissants pour même mettre à mal la meilleure défense du tournoi qui est sortie tout à l'heure, qui était le Maroc. Qui a pris 2 buts. Qui a pris 2 buts. Un match alors qu'elle n'avait pris. Voilà, donc c'est dire que c'est une autre paire de manches. Moi, ce que j'ai pu remarquer du côté de cette équipe de l'Argentine, c'est que c'est vrai, tout à l'heure, Séverin a parlé de leur âge, mais c'est une équipe qui panique lorsqu'elle prend un but. À chaque fois qu'elle a pris un but, elle a paniqué automatiquement et puis elle est dans le pourrissement du jeu lorsqu'elle mène et qu'elle voit les minutes en train de s'égrener. Bon, est-ce que cette stratégie de Scaloni va leur permettre d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire remporter cette compétition, c'est une autre paire de manches? J'estime que pour l'instant, je n'ai pas été personnellement satisfait du jeu produit par les Argentins. J'attends beaucoup plus. Mais si c'est le jeu qu'ils ont décidé de mettre en place pour remporter ce mondial, permettre à Léo de rentrer dans l'histoire de son pays, tant mieux pour eux. Voilà, mais... D'accord. Monsieur Silla nous appelle d'Anyama. Bonsoir, Monsieur Silla. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Monsieur Silla? Oui, monsieur. Nous sommes impatients de vous entendre sur notre question LGT. Ok. Bonsoir. Oula, Monsieur Silla, éteignez la télévision, s'il vous plaît, parce que ça fait écho et vous-même vous rendez compte qu'on n'arrive pas à communiquer. Parfait. D'accord, allez-y. Trouvez-vous que l'Argentine bénéficie d'un arbitrage en sa faveur depuis l'entame du tournoi? Bon, sincèrement, je ne peux pas dire que l'Argentine bénéficie de faveur arbitrage parce que nous avons remarqué que dans chaque rencontre, il n'y a que des erreurs d'arbitrage. Voilà, dans l'ensemble du compétition, on remarque que les arbitres n'ont pas été. Voilà. Donc c'est globalement que ça fait défaut. Oula, on a perdu. Monsieur Silla, un mot Begriago sur le parcours de Léo. Non, c'est un parcours pour tous. Aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui a maturité. Il gère ses courses, il gère son match, il gère son jeu. Aujourd'hui, ce n'est pas le Messi qui voulait à tout prix tout faire seul. Aujourd'hui, c'est vrai. Sur certaines actions, il fait la différence, mais c'est un groupe. Messi est fédérateur, il conduit toute cette Argentine vers la finale. Et ils sont en finale vers ce trophée-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un joueur hyper intelligent. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il veut aller. Et quand vous avez un joueur de cette catégorie-là, de cette dimension-là, il faut le suivre. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous ces joueurs, tous les joueurs ont compris qu'avec ce joueur-là, on peut aller loin. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas aller dans sa direction? Et on voit que sur certains matchs où c'était vraiment difficile, Messi a fait la différence. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce Messi-là est à son meilleur niveau. Et à JP, qui pense que l'Argentine va jouer comme en 78 ou en chose, non, c'est fini. Il y a un football européen qui est aujourd'hui un football de résultats, gagner et rien d'autre. Quand on voit la France des Deschamps, ce n'est pas une France aussi extraordinaire dans le jeu. Mais ce n'est pas flamboyant, mais ça gagne. Donc cette Argentine-là va continuer comme ça, à jouer, à perturber les matchs et à gagner. Et pour eux, ce sera l'essentiel. Allez, sur la performance de Léo Messi, nous avons pu prendre quelques réactions. On va vous les proposer dans quelques instants seulement. Ne les zappez surtout pas. Roger? Moi, sur cette Coupe du Monde, je suis plus impressionné par 3 joueurs. Amrabat, le milieu défensif marocain. Luka Modric avec la Croatie et Kylian Mbappé. Maintenant, Messi reste Messi. Si on regarde les chiffres, il est 4 fois homme du match. Il marque 5 buts et 3 passes décisives.
Donc, sur ça, quand on regarde, bon, il est là. Il a sauvé l'Argentine à quelques reprises. En 2010, il avait été le meilleur joueur du tournoi, la Coupe du Monde. J'ai trouvé que ce n'était pas juste. J'avais Müller et Neuer, les deux Allemands. Et même Mascherano et Di Maria avaient été très bons avec l'Argentine. Mais là, cette année, il est vraiment en train de faire une très belle campagne. Une campagne sobre, tranquille, intelligente. Il est là où il faut. C'est le seul joueur de cette Coupe du Monde qui n'a pas d'époque fixe sur le terrain et qui fait des choses extraordinaires. Un électron libre. Maintenant, il est en train de, comme je dis depuis, il est en train de rejoindre un peu mon Diego Maradona. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, il fait une Allez, sans sévère. Il est impliqué sur 90% des buts de son équipe. C'est déjà énorme. C'est énorme. Et notre équipe de reportage, oui, a pu tendre son micro au public ivoirien, toujours sur la performance de Léo Messi. Et dans cette Coupe du Monde Qatar 2022, voici le résultat. Pour moi, Messi joue sa meilleure Coupe du Monde, vu l'exploit qu'il a accompli en demi-finale avec ses coéquipiers. Et il avait mal débuté face à l'Arabie Saoudite, voilà, que nous tous on connaît comme une équipe un peu faible face à l'Argentine. Mais après ça, il n'est pas resté sur ça. Sur le match, il a essayé de travailler encore plus sur les matchs suivants jusqu'à arriver en demi-finale. Pour moi, c'est un exploit. Et ça l'a encouragé à aller de l'avant encore pour pouvoir prendre la coupe et être le meilleur de sa génération. En ce qui concerne la Coupe du Monde avec Messi, je pense qu'actuellement c'est sa meilleure Coupe du Monde. Parce que vu les actions qu'il mène, le nombre de passes décisives, tous ses buts, je pense qu'il est sur la bonne lancée pour décrocher la Coupe du Monde. Pour moi, Messi joue sa meilleure Coupe du Monde, du moment où, de par lui, il a porté son équipe pratiquement en finale. Et c'est ce dernier trophée qui lui reste pour clore sa carrière. Donc je souhaite vivement qu'il remporte ce trophée afin d'aller tranquillement se reposer. Lionel Messi joue sa meilleure Coupe du Monde actuellement parce qu'il a envoyé son équipe en finale. Parce que c'est un champion. Depuis Ligue des Champions même, c'est un champion. Donc je dis bonne chance à Messi pour qu'il puisse avoir la Coupe du Monde pour au moins gagner son placard de trophées. Parce que c'est cette coupe-là qui lui manque. Sinon, il a déjà tout prouvé au monde entier. Pour moi, là, Messi joue sa meilleure Coupe du Monde. Sérieusement, malgré tous les matchs qu'il a fait, regarde même, il n'est pas plus tard qu'hier. Regarde son débordement. Prend les gens à gauche, à droite. Là, le petit là, c'est un magicien. Argentine a vu. Coupe là, ça a dormi chez nous en Argentine. Pour moi, Messi joue sa meilleure Coupe du Monde parce qu'il prouve sur le terrain qu'il est le leader. Il démontre, il fait des passes décisives, il encourage l'équipe et tout. Vraiment, pour moi, c'est le leader et le meilleur joueur du monde. Allez, à la suite de cet élément, la rédaction a concocté une revue de presse qui parle en long et en large de tout ce qui se dit et se raconte autour de la qualification de l'Argentine. On suit ensemble. La qualification de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 après sa victoire face à la Croatie a suscité un bouquet d'éloges de la presse sportive internationale à l'endroit de l'Albiceleste et de son capitaine Lionel Messi. À tout seigneur, tout honneur. Chez lui, en Argentine, Léo Messi est prophète. Il fait la une des tabloïds, mais les titres mettent en avant la performance collective. Ainsi, pour le journal Hoy, le combat face à la Croatie a été épique, quand le quotidien Clarín révèle que l'Argentine est en route pour un 3e titre de Coupe du Monde. El Dia, lui, titre « Rêvons grand », en référence au slogan du PSG, club où évolue Léo Messi. En Espagne, où le natif de Rosario a écrit « L'histoire du football, l'hommage est unanime ». Marca souligne la formidable prestation de Messi. Son concurrent AS pose une question à la Pulga. De quelle planète venez-vous? Et d'ajouter « Messi donne un récital, marque un but, fait l'action du mondial et envoie l'Argentine en finale ». En Italie, la Gazzetta dello Sport consacre sa une à la Pulga en insinuant simplement qu'il est une légende. Il était une fois Messi, titre le journal Transalpin. Dans la presse francophone, en France, le quotidien L'Équipe fait un jeu de mots Messi merveille en référence au conte 1001 nuits. Quant au journal belge, Le Soir, il titre sobrement Un grand Messi emmène l'Argentine en finale.
Outre-Manche, la presse britannique n'est pas en reste. Elle met surtout l'accent sur la sortie de scène de la star argentine. Pour The Daily Telegraph, on assiste au dernier coup de Messi, quand le Daily Mail souligne qu'il est à un pas de l'immortalité. Et si le Daily Express affirme que Messi n'est pas un terrien, Star Sport lui conclut que dimanche sera la dernière danse de Messi. Débriefons à présent la deuxième demi-finale France-Maroc dans notre rubrique La perf du jour. La deuxième... Pardon, oui, Jean-Philippe? Non, allez-y. Demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 a livré son verdict il y a quelques minutes. Oui, on peut le dire, le prochain adversaire de la France n'est autre... Pardon, oui, de l'Argentine n'est autre que la France de Kylian Mbappé, la France d'Antoine Griezmann, la France de Didier Deschamps, tout simplement. Allez, sans Séverin, oui, sur les 90 minutes, qu'est-ce que vous avez pu relever? Une France largement au-dessus. Et moi, je suis très déçu parce que le Maroc, depuis le début de la compétition, avait proposé beaucoup de choses. Mais face aux champions du monde en titre, je pense que le Maroc a volé en éclats. La France a marqué vite. Ça a eu le don de couper l'herbe sous le pied des Marocains parce qu'ils n'avaient jamais été menés dans la compétition. Après, il a fallu faire le jeu. Et face à une équipe de France avec des flèches comme Dembélé, comme Mbappé et un Giroud qui mobilise toute la défense, je pense que le Maroc a complètement déjoué aujourd'hui. Walid Regragui, il l'avait dit en conférence de presse ce matin, peut-être qu'à la fin de ce match, les gens allaient le prendre pour un fou. Moi, non, je ne le prends pas pour un fou. Il a rêvé grand, comme toute l'Afrique. Maintenant, il faut parachever ce tournoi en allant battre la Croatie pour le match de classement. Je pense que ce sera une belle sortie pour les Marocains. Yago, vous avez eu la chance de terminer cette rencontre au dépend bien sûr de Roger Stéphane qui est un tout petit peu jaloux. Je pense que c'est le meilleur match du Maroc, hein, au niveau collectif, au niveau athlétique, au niveau physique. C'est une belle structure de jeu, mais vous savez, souvent en football, on a souvent dit que quand vous jouez bien, vous ne gagnez pas. Aujourd'hui, c'est revenu au Maroc. Le Maroc était un véritable bloc qui n'est jamais sorti de ses gonds, qui est resté focus sur sa défense, qui a vraiment bétonné. Aujourd'hui, le Maroc est sorti et le Maroc a pris 2 buts. Pour moi, c'est le football. Aujourd'hui, le Maroc n'a pas eu sa chance des autres matchs. Ce Maroc-là a laissé Mbappé et la France aller en finale. Je pense que c'est mérité pour la France. Parce que quand vous avez vos temps forts, il faut marquer des buts. La France a eu ses temps forts, la France a eu ses occasions, la France a concrétisé ses occasions, ce que le Maroc n'a pas fait. Et en football, dans le football de haut niveau, ça ne pardonne pas. Donc bravo à la France. JB, on va dire aujourd'hui qu'on a senti un Maroc véritablement émoussé, ce qui est normal. Vous avez vu sur les derniers matchs, ils ont joué des prolongations et tout ça. En plus, c'est pratiquement le même 11 que Regragui aligne depuis le début de la compétition. A contrario, la France, il y a eu des changements aujourd'hui. Ouais. Konaté à la place de Upamecano, Fofana à la place de Rabiot dans le milieu des terrains. Mais comme je le disais... L'entrée de Thuram après. L'entrée de Thuram après. La France a tellement de joueurs interchangeables que même avec 11 nouveaux éléments, rien ne change pour elle. L'équipe B de la France, comme on dit. Non, mais l'équipe B même est décimée avant la compétition. Avec Benzema et autres. Maintenant, on voit peut-être d'équipe C. Bon, je n'ai pas vu la fin du match. Mais ce que j'ai vu une très bonne équipe du Maroc en première période, notamment les 4 premières minutes. Sur les 4 premières minutes, les Marocains étaient sans complexe. Ils avaient le ballon, ils ont construit, ils ont organisé, ils ont mis en difficulté l'équipe de France. Et puis à la 4e minute est arrivé ce but de Théo Hernandez qui a complètement chamboulé les plans des Marocains. Et puis après, il y a eu, sur la fin de la première période, il y avait une seule équipe sur le terrain, c'était l'équipe du Maroc, qui a pressé, qui a poussé, qui a des occasions. À l'entame de la seconde période, pareil, il y a eu un sauvetage de Konaté. Il y a eu un autre de Théo. Même de Yoris aussi. Yoris, Varane, etc. Le Maroc a pressé. Mais seulement, sur l'ensemble de la compétition, les Marocains nous ont habitués à défendre et à contrer. J'ai le sentiment que ce coup-ci, ils ne voulaient pas défendre et contrer. Ils voulaient aller jouer, jeu égal avec l'équipe de France. Est-ce qu'ils avaient les moyens pour, pendant 90 minutes, vu toute l'énergie qu'ils ont laissée sur les premières sorties, notamment face au Portugal, face à l'Espagne, face à la Belgique et même face à la Croatie, est-ce que ça, vers la fin, ils ont cédé? Mais dans tous les cas, moi, j'ai vraiment aimé cette équipe du Maroc. Elle a mis en difficulté la France. La défense française a paniqué à un certain moment. Il y avait l'occasion pour au moins 1 ou 2 buts du Maroc, mais il y avait également l'occasion pour beaucoup de buts pour l'équipe de France. Il y a eu le poteau de Giroud
à la 16e minute. Il y a une autre action, reprise de Giroud de lancement des réparations à la 35e minute. Il y a eu 2 déboulés de Mbappé sur le côté gauche où il allait provoquer son ami Hakimi et l'autre Amrabat qui a mené des centres en retraite. Oui, la France avait l'occasion, à un moment où elle jouait les comptes, avait l'occasion de mettre des buts. Mais vraiment, c'était un match ouvert. Sur ce que j'ai regardé, c'était un match très ouvert, un match très plaisant, avec beaucoup d'actions d'éclat, beaucoup d'intelligence, beaucoup de technique, beaucoup d'occasions de buts. Et c'était très bien. Bravo aux Marocains qui ont fait honneur au continent africain sur cette campagne et sur ce dernier match-là, même s'ils ont perdu 2-0, bravo à l'équipe du Maroc. Allez, Jean-Philippe Pouria, hélas, le parcours du seul représentant africain s'arrête là. Vous savez, je veux commencer mon propos par un dicton, un proverbe africain qui dit simplement que le masque qu'on a habillé ne peut pas nous effrayer. Pour dire quoi? Quand on regarde cette équipe du Maroc, quand on a parlé des installations, de la formation marocaine qui a porté ses fruits, elle est estampillée France. Donc, ceux qui ont formé ces joueurs-là, ce sont les techniciens français. Ils connaissent très bien le football marocain. Quand on regarde l'histoire du Maroc, en dehors des Marocains, les techniciens qui ont le plus œuvré sur ce pays, ce sont les Français. Et c'est pareil, il y a cette histoire, cette proximité entre ces deux pays qui a créé, je dirais, cet esprit décomplexé de la part des Marocains. Les Marocains, ils avaient 2 choix. Soit ils pratiquaient le même football face aux Français. Ils restaient devant leur ligne et ils se prenaient des vagues successives. Sauf que là, ils allaient avoir de graves problèmes parce que la France avait des joueurs pour jouer dans les petits espaces comme pour les faire accélérer. Et rapidement, au bout de la 4e minute, quand ils essaient de sortir, ils essaient de maintenir très loin le bloc français, ils se sont fait prendre au dépourvu et ils eu ce premier but. Après de ce moment, qu'est-ce que les Français ont fait? Les Français se sont mis en mode économie d'énergie, comme face aux Anglais. Les Français savent que c'est une compétition pour la remporter, il faut être stratégique. Une fois on marque tôt, on laisse l'adversaire sortir et on joue les contres. Sinon, les Français avaient la capacité de garder ce ballon. Mais ils ont volontairement, pour pouvoir gérer leur énergie, laissé les Marocains sortir pour avoir suffisamment d'espace dans leur dos. Donc, c'est l'intelligence de jeu des Français là que je tiens à saluer. D'accord. Le Maroc a eu un problème qui a été même énoncé par l'entraîneur avant cette rencontre. À chaque rencontre, il perdait des hommes, des blessures. Il perdait des hommes, des blessures. Là, c'est le barreau d'honneur. Il fallait sortir par la grande porte. Ils savaient qu'ils avaient affaire là à l'Everest, qui est la France, il faut le dire clairement. Si ça passait, ça allait être encore plus magnifique. Si ça ne passait pas, il fallait sortir avec les honneurs comme une équipe qui était capable de jouer. Il a dit lui-même lors de sa dernière intervention, on ne respecte pas suffisamment les entraîneurs africains parce qu'on pense qu'ils ne peuvent pas apporter une solution tactique aux problèmes posés par leurs homologues. On a vu le Maroc jouer en défense, on a vu le Maroc jouer en position de balle. Je pense que ça a fini déjà par convaincre même le plus sceptique sur l'intelligence tactique de Regragui, sauf qu'il n'avait pas les hommes pour passer cet obstacle à la France. Et donc, félicitations aux Marocains. Ils vont même, pour terminer, boucler la boucle de ce mondial en affrontant la Croatie qu'ils avaient affronté lors du premier match de cette Coupe du Monde. 0-0. 0-0, c'est ça la belle et ce sera véritablement magnifique pour eux. Tranquille. Alors là, on va faire un petit truc. Parler des individualités des deux côtés, mais surtout du Maroc, Begré Yago. Les individualités qui, naturellement, vous ont marqué. Non, sur ce match-là, ce Maroc, je n'ai pas vu d'invité être au-dessus du lot. C'est vrai que ce Maroc-là. Bon, allez, on va reformuler sur l'ensemble de la compétition. Sur l'ensemble de la compétition, j'ai vu Amrabat, j'ai vu Bonou, des joueurs qui ont marqué leur territoire. C'était vraiment, surtout Amrabat, qui a été au combat, qui a vraiment soulagé cette défense marocaine. Donc je pense que vraiment, pour moi, le meilleur joueur marocain de cette Coupe du Monde, c'est Amrabat. Sur cette compétition, j'ai vu des talents incroyables, des leaders dans chaque ligne au Maroc. Le gardien Bounou, impérial. Le gardien du SC Séville en Espagne, impérial. En défense, Romain Saïs, magistral également. Au milieu, un trio que toutes les équipes rêvent d'avoir, Amala, Ounahi et Amrabat. Ce trio a fait des misères. Et aujourd'hui, Ounahi est même courtisé par les plus grands clubs alors c'est un tout petit joueur en griffe qui joue à Angers en France. Et devant, Ziyech. Beaucoup de maestria. Par contre, je n'ai pas trop senti un Nesseri. C'est vrai qu'il a marqué un but salvateur face au Portugal, mais je pense que la plaie de cette équipe, ça a été un avant-centre de métier qui peut faire bouger les lignes comme Giroud, par exemple, pour la France. Sinon, dans toutes les lignes, le Maroc avec des talents incroyables. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Sur tous les noms cités, Bonou sera peut-être le meilleur gardien du tournoi. On l'espère bien pour ce qu'il a fait. Hakimi, peut-être pas sur ce match-là, mais sur l'ensemble du tournoi, il a été très bon. Bouffal également, il n'était pas annoncé titulaire parce qu'il remplace Amrit, je crois, blessé. Harit blessé, Amin Harit. Mais il fait un bon tournoi. Mais mon coup de cœur, c'est Amrabat.
le meilleur récupérateur, qui joue devant la défense de cette équipe du Maroc. Vous savez, il pose le problème de ce rôle ingrat qui est celui des milieux défensifs. Je vous rappelle, dans l'histoire du Ballon d'Or, les milieux défensifs n'ont jamais gagné le Ballon d'Or. Et pourtant, il y en a eu deux. Quel joueur? N'Golo Kanté, Didier Deschamps lui-même, Amrabat aujourd'hui, Edgar Davis, je peux en citer Michael Essien, Pirlo, ces joueurs de ce style-là, c'est eux. Malheureusement, ils ne marquent pas des buts. Malheureusement, ils ne font pas des pas décisifs. Or, quand on prend en compte les statistiques, on prend but et pas décisif. Mais ce que Amrabat a fait dans ce tournoi est tout simplement exceptionnel. Il m'a rappelé un seul joueur, il s'agit de Dunga, milieu défensif du Brésil, en 1994, capitaine d'équipe qui a gagné la Coupe du Monde, qui un peu plus tard a été entraîneur de l'équipe du Brésil. Il m'a rappelé ce joueur-là, tout simplement, bravo à Amrabat. Il reste pour moi le meilleur joueur de ce tournoi, mais malheureusement, il a un poste ingrat, celui des milieux défensifs. Jean-Philippe, on termine avec vous avant de toucher le programme. Mais comme eux tous, je pense qu'il n'y a pas d'autres noms qui vont sortir. Hein. Là, on ne peut pas inventer des noms. Ce sont ces garçons-là, Sadi Bonou, Amrabat, Hakimi, même El Nesri, même s'il ne l'a pas vu, je pense que son but contre le Portugal, à lui seul sauve toute sa compétition, qui ont réalisé de magnifiques choses. Hein, parce que l'entraîneur avait choisi un système de jeu face à certains adversaires qui ne favorisait pas le jeu pour un attaquant neuf. Donc il était obligé de pratiquer un jeu ingrat. Donc j'estime que cette équipe marocaine a été vaillante, comme l'entraîneur a eu à le dire. Il a demandé aux garçons de faire preuve de sacrifice, de ne pas jouer pour eux-mêmes, mais de jouer pour le groupe. On a vu cette solidarité. Lorsqu'il y a un maillon qui était défaillant, automatiquement il y a un autre qui venait combler ce vide. Et je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui est à féliciter. Par contre, il y a un seul joueur qui, moi, je n'ai pas du tout aimé dans cette équipe nationale, dont j'ai oublié le nom, cet attaquant qui a pris le carton rouge assez rapidement en quart de finale. Non, en quart de finale. Voilà, il remplaçait souvent El Nesri, qui a passé son temps à manquer des actions. Voilà, ce gars-là, franchement, je pense que... Peut-être que l'entraîneur a dû regretter, même si ce dernier a disparu un peu des radars, de ne pas être parti avec Ayoub El Kaabi, qui était un véritable buteur. Donc, félicitations à cette équipe marocaine. Bravo à Regragui aussi. Voilà, bravo à Regragui aussi, qui est rentré dans l'histoire et qui a façonné un groupe. Et quand je pense que ce groupe... On n'a vraiment pas fini de parler de lui. Hein, voilà, quand je pense que ce groupe-là viendra à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, bon, j'ai un peu peur, mais Regragui a fait un travail magnifique. Il avait la meilleure défense jusqu'à aujourd'hui du tournoi. Bravo à ce jeune entraîneur. Je pense qu'il est parti pour un long bagne avec la sélection marocaine. En tout cas, on attend de voir. On va découvrir à présent les dernières affiches du Mondial Qatar 2022 dans la rubrique Programme. La petite finale va opposer la Croatie au Maroc. Ça sera le samedi 17 décembre 2022. Et bien sûr, le dimanche 18 décembre 2022, la finale tant attendue Argentine-France. Je pense qu'on a assez parlé enfin, un tout petit peu, on va dire 50%, peut-être même 30% de Croatie-Maroc. Derrière, qui veut revenir là-dessus, tout de même? Croatie, avantage, il y a la fraîcheur. Je pense que côté ce match-là, c'est Argentine et Croatie-Maroc, c'est avantage à la fraîcheur. Quand tu as vu ces deux nations-là pendant sa demi-finale, on sent des nations vraiment fatiguées. L'entraîneur qui aura cette intelligence à mettre du sang neuf pourra gagner ce match. Allez-y, sans sévère. Les deux équipes ont joué beaucoup de prolongations, beaucoup de tirs au but, mais je pense que, on va dire que sur l'ensemble de la compétition, je pense que le Maroc, pour moi, pas avec les faveurs des pronostics, parce que contrer la Croatie d'entrée dans le tournoi, je pense que ça va leur donner un peps au moral pour cette petite finale de samedi. On n'oublie pas, on va se faire un plus calé avant de terminer l'émission. Jean-Philippe? Tu vois, c'est genre la motivation. Je pense qu'à ce niveau, les Marocains sont bien meilleurs aux Croates. Parce que pour les Croates, ils étaient vice-champions en 2014. 18 plus, excusez-moi. C'est vrai qu'ils sont des compétiteurs, mais quand je regarde la grosse déception qu'ils ont eu à prendre en sortant de cette demi-finale, je vois mal l'entraîneur repartir avec un 11 titulaire. Je pense qu'il va procéder à beaucoup de changements. Alors que du côté du Maroc, terminer 3e de cette Coupe du Monde, revenir avec la médaille de bronze, ce serait véritablement couronner la petite série sur le gâteau. Donc je pense que pour les Marocains, cette élimination ne va pas effriter leur motivation. Et je pense qu'ils vont partir avec beaucoup plus d'allant et ils vont battre les Croates. Roger, ça sera peu, ne m'en voulez pas. Argentine-France, assez rapidement. Ça va être une très belle finale. Deux belles équipes qui ont beaucoup de qualités collectives, qui ont un volume de jeu important, qui savent manier le ballon, qui savent le sortir, qui savent construire également le jeu. Et avec deux grands bonhommes, ça va être une confrontation entre Lionel Messi, qui est la fin d'une génération, et Kylian Mbappé, qui est
la porte d'entrée d'une nouvelle génération. On va suivre ces deux garçons-là. Ça va être un match exceptionnel à mon avis. France-Argentine, on va assister à une très belle finale. Allez, et je reste convaincu que dès demain 20h30, on aura la possibilité de revenir en long et en large sur ces deux dernières affiches du Mondial Qatar 2022 pour l'instant. Place à notre plus quali. Le thème pour aujourd'hui, et oui, si vous êtes à la maison et que vous souhaitez participer, c'est spécial Japon, le thème de notre plus calé. La première question, c'est un QCM, question, proposition des réponses, à vous de choisir. Combien de huitièmes de finale ont été disputés plutôt, oui, par le Japon en Coupe du Monde? A, 2, B, 3, C, 4. Combien de huitièmes de finale ont été disputés par le Japon en Coupe du Monde? Ardoise? J'ai du C. Roger, c'est plutôt la lettre qu'il faut mettre. Donc le C pour vous. C'est le C. Sans Sévérin. Il a eu 2, il a eu. Allez. Sans Sévérin. Il n'a pas le point. Carton jaune. Il a eu 2, il a eu 2. C pour tout le monde. La bonne réponse, c'est bien C. Alors. 4. Si ça se répète, vous n'avez pas le point sans Sévérin. 2002, 2010, 2018, 2022. La deuxième question. Quel joueur détient le record de sélection avec l'équipe du Japon? Shinji Okazaki, on a. En B, Maya Yoshida. C, Yasuhito Endo. Le record de sélection. Ardoise? Saint-Sévérin a mis A et j'ai dit C pour tout le monde. La bonne réponse, c'est C. Oui, Yasuhito Endo avec 152 sélections. Il devance Yoto Nagatomo, 141 sélections, et Maya Yoshida, 125. Derrière, on a Okazaki qui compte 119 caps à lui tout seul. Allez, la troisième question. Dans quel stade japonais s'est jouée la finale de la Coupe du Monde 2002? A, Osaka. B, Yokohama. C, Saitama. J'ai du B pour tout le monde. La bonne réponse, c'est Yokohama. Le Brésil a remporté son 5e titre face à l'Allemagne au stade de Yokohama. La quatrième et avant-dernière question. Lequel de ces techniciens n'a jamais entraîné le Japon? A, Bora Milutinovic. B, Zico. C, Vaid Alilovic. J'ai du A pour Roger, j'ai du A pour Saint-Sévérin et j'ai 2 C. Allez, la bonne réponse c'est A, Saint-Sévérin. Le point. Bora Milutinovic. Zico a entraîné le Japon de 2002 à 2006 et Vaid Alilovic de 2015 à 2018. Vaid vira avant le mondial. Allez, encore l'épopée. Allez, la cinquième et dernière question. Lequel de ces joueurs est le meilleur buteur de l'histoire du Japon? A, Keisuke Honda. B, Kunishige Kamamoto. C, Shinji Okazaki. Stéphane, tu as perdu. Tu as perdu. J'ai du C, j'ai du B, c'est le B. C'est le B. Kunishige Kamamoto, oui. Avec 75 buts devant Kazuyoshi Miura, 55, et Okazaki, 50. Honda a scoré à 37 reprises. Et le gagnant pour aujourd'hui... Roger Stéphane, allez, messieurs, merci beaucoup. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, oui. Voilà, il sera exclu. Moi, je demande à ce qu'on ne mette plus, Roger Stéphane, plus le thème avant l'émission. Roger Stéphane, Roger Stéphane, c'est votre lot. Le carton rouge. Allez, Féru de sport, merci beaucoup de nous avoir suivis. Saint-Sévérin Megriago, Jean-Philippe Pouria, Roger Stéphane. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. On va se dire dès demain, oui, 20h30 pour un nouveau numéro de la Grande Team. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.